Jean-François Bastin, bonjour. Vous êtes Bonjour. chargé de cours à Gembloux et vous travaillez sur les forêts. Mais peut-être vous présenter d'abord en quelques mots? Oui, donc voilà, donc je suis depuis 2 ans maintenant, j'ai une chaire en fait en monitoring des écosystèmes ici à Gembloux Agrobiotech et je suis basé dans l'unité biodiversité paysage et donc je donne des cours principalement de cartographie, d'écologie du paysage, etc. D'abord, avant de vraiment parler de vos recherches précisément, j'aurais bien aimé vous parler des forêts et de l'état des forêts européennes. Il y a quand même beaucoup d'articles de presse qui sortent en tirant un peu la sonnette d'alarme. Je voulais un peu que vous nous éclairiez à ce sujet. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les forêts chez nous, en Europe et en Belgique, sont des forêts qui sont essentiellement plantées par l'homme. Et donc, vers le début du 19e siècle, on n'avait quasiment plus aucune forêt chez nous. Et donc, il y a eu toute une stratégie en fait, de reboisement qui a été mise en place, avec comme objectif principal la production de bois. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs tests qui ont été effectués au départ, mais on s'est orienté vers en fait, une sylviculture qui nous permettait de produire du bois rapidement, du bois de qualité pour faire du bois de construction, et qui permettait en fait une gestion sylvicole assez efficace, assez efficiente, assez facile quelque part. Et donc on s'est orienté pas mal vers des conifères, qui poussent bien vite et droit. Et on se retrouve avec la situation d'aujourd'hui, qui est une situation où la plupart des peuplements forestiers, donc pas tous, mais la plupart des peuplements forestiers qu'on a en Europe sont des peuplements monospécifiques. Donc on retrouve sur plusieurs hectares, plusieurs dizaines d'hectares, voire centaines d'hectares, une seule espèce, souvent en fait du même âge, de la même taille, etc. Ce qui devient problématique pour faire face à des dérèglements climatiques ou pour faire face en fait à des invasions d'insectes xylophages ou peut-être d'autres maladies. En fait, c'est juste quand on a en fait le même individu qui se répète avec le même patrimoine génétique, on est moins résistant pour faire face à ces menaces externes quelque part. Et donc c'est un peu ça qu'on observe aujourd'hui dans les forêts européennes. Donc c'est 2 problèmes principaux, c'est que d'une part on a le réchauffement climatique qui fait que donc, les températures augmentent petit à petit et donc on a ces peuplements de conifères qui supportent de moins en moins en fait, nos étés et donc qui dépérissent de plus en plus. On a presque une ligne en fait, méridionale au niveau de l'Europe où on voit vraiment ce front en fait, qui monte de plus en plus vers le nord. Donc ça c'est un premier problème, et donc il faut vraiment se remettre en question à ce niveau-là. Et il y a quand même une remise en question, je dois dire, qui se fait au niveau donc, de la gestion sylvicole en Belgique et en Europe à ce niveau-là. Il y a la Société royale de sylviculture en Belgique en fait, qui fait notamment pas mal de tests avec des espèces plutôt du sud de l'Europe pour essayer de voir ce qui peut être fait. Mais on a aussi d'autres problèmes qui sont parfois en fait, plus ponctuels et parfois plus graves, comme des épisodes de sécheresse très importants, les feux qu'on a eu en France, partout en Europe en fait finalement récemment, ou vraiment de l'explosion en fait pour certaines saisons d'insectes ravageurs, xylophages, donc qui viennent détruire vraiment des peuplements entiers. Mais pourquoi est-ce que les feux, justement, c'est très spectaculaire, pourquoi est-ce que c'est grave en fait de voir des forêts qui brûlent? Mais le problème des feux, c'est que donc, un arbre sur pied, si on le pèse, la moitié de son poids, c'est son contenu en carbone. Et en fait, quand il part en fumée, ben, c'est ce contenu en carbone qui est émis dans l'atmosphère. Et donc, quelque part, le feu est là du fait des conditions climatiques qui ont changé. Et en même temps, en fait, vient renforcer ce phénomène de changement climatique en émettant en fait, énormément de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, ça, c'est le premier problème, c'est une contribution directe nette au changement climatique. Et donc, ça empire encore un petit peu plus la situation, quoi. Maintenant, aussi, après vient la question de la régénération. Donc, les producteurs de bois, c'est aussi une perte nette pour eux. Hein. C'est du bois qui est littéralement parti en fumée. Et donc, il faut du coup remettre sur pied donc, une exploitation de bois. Et c'est là que pas mal de questions se posent. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et je pense que c'est là que les collègues français travaillent énormément là-dessus pour le moment. Il n'y a pas vraiment de solution miracle, mais on sait que si on veut faire face à ces enjeux multiples, on va devoir essayer d'avoir des peuplements qui sont adaptés à ces enjeux multiples. Et donc, il n'y a pas une essence magique qui va nous permettre en fait, de faire face à tous ces problèmes-là. L'idée, c'est de diversifier ces peuplements forestiers pour maximiser en fait, les chances de résister à ces problématiques. Donc il faut en fait que nos forêts s'adaptent au changement climatique, c'est un peu ça. Vous travaillez aussi avec le professeur Messier du Canada? Oui, tout à fait. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer lorsqu'il est venu en Belgique dans le cadre de la chaire Franqui internationale qu'il avait l'année passée.
Et donc le professeur Messier donc est un professeur en écologie forestière dans 2 universités au Québec. Et donc voilà, donc ça fait plus de 20 ans en fait qu'il se pose ces questions en fait d'adaptabilité de nos forêts, de nos écosystèmes forestiers. Mais donc j'ai eu la chance de le rencontrer l'année passée donc lors de sa venue en Belgique et effectivement on a pas mal échangé et voilà donc il dispose au Canada de forêts tempérées donc qui sont à peu près équivalents d'un point de vue bioclimatique de ce qu'on retrouve ici en Belgique. Ils ont aussi des forêts boréales, bon ça on n'a pas en Belgique mais on les retrouve quand même en Europe. Et donc effectivement, en fait, même si ce n'est pas exactement les mêmes essences, même si le changement climatique n'est pas exactement le même en fait, au Canada et ici, les problématiques sont les mêmes. Ils ont des problèmes d'insectes ravageurs, ils ont des problèmes de monoculture, donc vraiment des peuplements entiers, mais là sur des peut-être milliers, voire dizaines de milliers d'hectares, où on n'a qu'une ou deux essences différentes. Et donc vraiment la problématique est la même, et donc ils se posent les mêmes questions que nous au niveau de comment adapter en fait nos systèmes forestiers, aussi toujours pour qu'ils puissent assurer le rôle de production de bois, parce que ça reste toujours en fait un service qui est essentiel au niveau de nos peuplements forestiers. Et donc ça fait quelques années qu'ils développent des recherches dans ce sens-là pour voir comment les rendre en fait adaptés à tous ces changements, comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus, donc quelles essences en fait mettre. Donc ils font des tests expérimentaux, ils font de la recherche scientifique, et c'est un peu là-dessus qu'on a discuté et on a décidé du coup de développer des sujets de recherche similaires en Belgique. Et donc là, j'ai la chance de co-encadrer avec lui 2 thèses de doctorat qui débutent maintenant sur ces questions-là en Belgique. Mais adapter les forêts, ça va prendre combien de temps? Ah bah oui, le cycle de vie d'une forêt, voilà, ça ne se fait pas en quelques années. Donc le truc, c'est qu'il faut essayer de mettre en place aujourd'hui des forêts qui seront en fait exploitées d'ici 80 ans, 70 ans, quelque chose comme ça, quoi. Mais il y a quand même aussi des forêts qui ne sont pas exploitées. Alors oui, il y a des forêts qui ne sont pas exploitées, mais ce n'est pas vraiment le cas en Europe. Pour avoir des forêts qui ne sont pas exploitées, il faut aller vers des forêts qu'on va qualifier de naturelles, ou des vieilles forêts matures, qui ne sont pas en fait le résultat direct en tout cas de l'action de l'homme. Et là, on va plutôt aller dans une zone tropicale. Donc en Amazonie, en Afrique centrale, en Asie du Sud-Est, là on retrouve énormément de forêts naturelles. Et là, vous intervenez aussi puisque vous faites des recherches en Afrique centrale. Oui, tout à fait. Donc c'est un peu là que j'ai commencé moi ma carrière et que j'ai commencé mes recherches scientifiques. Je me suis intéressé pas mal aux forêts d'Afrique centrale parce que ce sont des forêts dans lesquelles on ne dispose pas vraiment beaucoup d'inventaire de terrain parce que les États en place n'ont pas vraiment les moyens de vraiment faire du suivi de ces forêts qui sont immenses, hein. Faut savoir que le bassin du Congo, c'est la 2e plus grande forêt tropicale du monde, que ça représente une quantité de carbone astronomique et que si on n'a pas d'informations sur ces forêts, on ne peut pas vraiment les monitorer, on ne peut pas prendre des décisions pour les conserver, on ne peut pas prendre des décisions pour éventuellement voir dans quelle direction on peut intervenir pour aussi les adapter face au changement climatique. Et le plus grave problème, sans doute, ce qu'on a en Afrique centrale et qu'on n'a pas chez nous en Europe, c'est que ces forêts qui constituent un puits de carbone immense sont menacées aujourd'hui de la déforestation par les activités de l'homme. Et donc voilà, c'est là-dessus que je travaille. J'essaie de travailler sur le développement d'outils qui permettent de contrôler, de surveiller l'état de ces forêts pour essayer de voir en fait où sont justement les événements de déforestation qu'on peut observer, qui induisent en fait déforestation en Afrique aussi. C'est pas juste couper un arbre, ça c'est de l'exploitation forestière et c'est pas spécialement problématique en Afrique centrale. Ce qui est problématique, c'est vraiment de l'exploitation intensive illégale ou le développement de l'agriculture en fait de manière un petit peu anarchique, qui amène en fait à brûler les forêts. Et donc de nouveau, c'est le même problème que ce que je vous ai expliqué précédemment. On brûle du bois, carbone dans l'atmosphère, et ça a un impact sur le changement climatique à échelle planétaire. Mais si on brûle du bois et si on veut avoir des terres agricoles, c'est la pression démographique qui explique ça? Alors en partie, oui, c'est la pression démographique qui en fait est extrêmement inquiétante également quelque part en Afrique centrale, parce que c'est sans doute une des régions du monde qui va connaître l'explosion démographique la plus importante d'ici 2100. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu moins, autour d'1 milliard en Afrique, et on sera à 2,5 milliards d'ici 2100. Mais donc oui, ça fait extrêmement peur, parce que en fait, comme l'État est très peu présent et qu'il y a très peu d'alternatives aussi pour les populations locales, ils n'ont pas vraiment le choix. En fait, pour cultiver, il faut des terres fertiles. Pour avoir des terres fertiles, il faut brûler des forêts qui permettent de rendre les minéraux disponibles pour les cultures. Et donc on cultive pendant quelques années, puis on passe à un autre endroit. Et en théorie, si la pression n'était pas trop forte,
le temps qu'on revienne en fait finalement à l'endroit initial, la forêt se sera reconstituée et la pression, en fait, le système est à l'équilibre et c'est ce qu'on a eu jusqu'il y a quelques années. Hein. Il y a même encore milieu du XXe siècle, il n'y avait aucun problème de pression démographique à ce niveau-là. Mais maintenant, on voit qu'on va vraiment dans la mauvaise direction et donc il faut des alternatives. Mais là, qui concerne plus du coup le développement peut-être de techniques agricoles ou d'habitudes agricoles et des investissements en fait au niveau de l'État pour permettre aux gens de se développer sans pour autant déforester. Ou en tout cas avec une déforestation peut-être plus contrôlée que ce que c'est aujourd'hui. Et dans la mesure où c'est un problème de climat, parce que on en revient encore à ça, est-ce que vraiment il y a des crédits pour les chercheurs pour aller là-bas et pour aider, parce que c'est quand même un problème aussi? Alors les crédits des chercheurs, alors je ne sais pas si c'est vraiment inféodé à la recherche en Afrique centrale, mais donc c'est un problème je pense qui concerne tous les chercheurs. C'est pas si facile que ça de trouver des financements en fait pour de la recherche scientifique à ce niveau-là, surtout de la recherche qui ne va pas générer directement en fait de l'argent. Alors heureusement, je pense que la situation est quand même meilleure aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 10 ans, quand moi j'ai commencé à faire ma recherche sur le sujet. Je pense que j'étais dans les premiers à aller vraiment faire des inventaires carbone, en tout cas, au fin fond de la forêt tropicale là-bas, avec mon vélo, mon sac. C'était vraiment à ce point-là, quoi. Maintenant, en fait, il y a quand même une prise de conscience au niveau même des différentes fondations de recherche en Belgique ou en Europe qui font que ça devient un sujet majeur, qui fait qu'il y a de plus en plus de financement, ce qui me permet moi maintenant de constituer une petite équipe où j'ai plusieurs chercheurs, j'ai 3-4 chercheurs en fait qui travaillent maintenant en Afrique centrale et j'ai différents collègues ici, le professeur Adeline Fayol ou le professeur Jean-Louis Doucet en fait qui aussi développent leur recherche dans ces zones-là et donc ensemble en fait on commence à petit venir remplir les gaps qui étaient présents il y a quelques années. Et du côté de l'enseignement, ça a toujours existé ou bien vous initiez aussi d'autres nouveautés dans les cours, etc. Mais donc au niveau de l'enseignement, ça c'est une chance, je considère, c'est qu'on est dans un domaine de recherche en fait qui est en pleine explosion. Pourquoi? Parce que ça concerne l'utilisation d'outils de télédétection qui sont soit des satellites, soit des drones. Et dans les deux cas, en fait, on a une explosion vraiment à la fois du nombre de satellites en fait, qui sont lancés chaque année dans l'espace avec des propriétés différentes qui nous permettent de caractériser de mieux en mieux l'état de la planète. Et donc chaque nouveau satellite est une nouvelle opportunité en fait, de comprendre ce qu'on peut faire avec et jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Ça fait des chouettes collaborations aussi au niveau international avec d'autres équipes. Et au niveau drone aussi, on commence à avoir maintenant des drones qui sont économiquement rentables, dans le sens qu'il y a peut-être quelques années, pour faire vraiment du monitoring avec des outils performants, c'était très 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 cher de pouvoir le faire via des drones. Aujourd'hui, on a des drones qui sont vraiment payables à l'échelle même d'une thèse doctorat. Chaque quasiment thèse doctorat peut avoir 1 ou 2 drones comme outil de travail. Comme on avait, voilà, moi j'avais mon ruban, mais maintenant on a des drones. Et ce qui est très pratique voilà, pour tester en fait, ce qu'on peut développer comme approche innovante, pour utiliser les quelques inventaires drones qu'on a, pour ensuite faire des extrapolations à l'échelle des satellites et du coup avoir une couverture en fait, globale qui nous renseigne sur l'état des écosystèmes forestiers. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Je pense que voilà, on a fait un petit tour de la question. Merci. C'était avec grand plaisir.